Bien, bonjour à tous. Ravi d'être là ce matin pour cette belle idée qui est le Festival des droits humains. Belle idée et puis nécessaire idée que dans ce programme d'avoir inséré une table ronde sur les droits culturels qui sont peut-être le droit interstitiel qui permet l'exercice de tous les autres. Les spécialistes sûrement reprendront. Si on remonte à la Déclaration des droits de l'homme de 1948 et à son article 27 qui commence comme ça, toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté. C'est sans doute un point de départ et en même temps il pose déjà bien des questions parce que qu'est-ce que ça veut dire prendre part ? Qu'est-ce que c'est la vie culturelle ? C'est quoi son périmètre ? Et de ces interprétations difficiles naissent déjà bien des débats et bien des discussions. Depuis un an que j'exerce les fonctions de vice-présidente culture de la métropole, je crois n'avoir pas rencontré un seul acteur, que ce soit des élus, des directeurs d'équipements culturels, des artistes, qui ne se prévalent pas de la mise en œuvre des droits culturels dans ce qu'ils font. Et pour autant, on ne peut pas dire qu'ils font tous la même chose, ce qui prouve aussi qu'il y a une diversité dans l'interprétation, même si tout le monde parlera de démocratiser les accès à la culture, beaucoup parleront de la participation. C'est une chose de le dire, c'est une autre de le faire, et puis c'est une autre encore de mesurer les effets de ce que nous essayons. Les droits culturels, donc, ils ont été plus spécialement définis il n'y a pas si longtemps que ça, dans la déclaration de Fribourg, à laquelle vous ferez sûrement allusion. Et son intégration dans la loi française, elle est encore plus récente. Pas étonnant, donc, qu'on soit encore tous dans des difficultés de définition et de mise en œuvre, d'application, et c'est bien... des pistes que nous essaierons d'esquisser ce matin. Je suis donc ravie ce matin de pouvoir donner la parole à Joanne Bouchard, d'abord anthropologue et qui travaille auprès du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui spécialement travaille sur cette question des droits culturels et qui donc se livrera dans un temps record à un exercice périlleux à la fois de définition et puis du coup de mise en perspective des enjeux que cette définition pose. À ses côtés, Sébastien Dubois, qui est sociologue et qui enseigne ici à Neoma Business School, qui, lui, se confrontera précisément à la question des interprétations et des difficultés parfois de compréhension de ces notions de droit culturel, à travers notamment l'analyse d'une des controverses autour de cette notion, qui est le risque de communautarisme que ça pourrait engendrer, et puis un focus aussi sur la notion de créolisation. Et puis, pour continuer, trois acteurs qui, eux, déclineront les aspects peut-être de mise en pratique de ces droits culturels. Loïc Lachenal, directeur de l'Opéra de Rouen, Béatrice Bayer, qui préside la caisse locale du Crédit Agricole de Rouen. Vous voyez que les droits culturels, ça peut nous mener sur des champs pas forcément attendus. Et puis enfin, Émilie Lost, responsable du service patrimoine de la direction de la culture de la métropole Rouen-Normandie. Donc, je l'avais dit, nous commençons par la question de la définition des droits culturels. Et de l'enjeu fondamental que ça peut poser. Et je laisse donc la parole à Joanne Bouchard. Je vais juste tester. Oui, ça fonctionne. Bonjour. Merci d'être là. Déjà, merci de m'avoir associée à cette table ronde, à ce festival. Ça fait toujours plaisir de pouvoir parler des droits culturels de toute façon, parce que c'est entre-temps une passion. Juste peut-être un petit retour sur mon profil. Oups, déjà, il faut que je fasse ça ici. Alors, je suis spécialisée en droit humain, oui, mais comme vous le voyez, je viens de l'anthropologie, donc je ne suis pas juriste, comme une grande partie, je pense, des gens dans la salle aujourd'hui. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que souvent, on se dit, droit, nécessairement, on parle d'une approche juridique. Pas nécessairement. Les droits humains sont d'abord une conviction politique qui peut être mise en œuvre à la fois par des politiques sociales, par des systèmes économiques, par des systèmes culturels et politiques aussi, mais aussi juridiques. Donc, c'est toute cette palette-là. Et l'importance de rappeler que tous les métiers, en fait, sont nécessairement interpellés par la question de la mise en œuvre des droits humains en général.
Ensuite, qu'est-ce qui n'apparaît pas ici, c'est que oui, je travaille pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, mais aussi je suis membre de l'Observatoire de la diversité des droits culturels de l'Université de Fribourg, qui était à l'époque à l'Université de Fribourg, qui a écrit, rédigé la déclaration de Fribourg, dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, au niveau du Haut Commissariat, je travaille avec des mécanismes qui ont été mis en place par les États pour les aider à faire le suivi de leurs propres obligations envers le droit international. Donc, je travaille avec des experts surtout et je travaille avec des gouvernements pour voir comment est-ce qu'on traduit en fait les idéaux des droits humains dans les politiques, dans les mises en œuvre, vraiment au niveau de chacun des pays et qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Par contre, aujourd'hui, je vous parle à la croisée de tout ça, non pas au nom des Nations Unies, mais au nom de Joanne Bouchard qui est ici dans la salle. Donc déjà, juste pour une petite introduction. Rapidement sur les droits humains, juste pour reposer le cadre en fait. Les droits humains, c'est à la fois une fin et un moyen. J'ai dit c'est un objectif politique qui est assez élevé, qui est défini à l'article 1 comme étant l'objectif, c'est que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité d'abord, en droit ensuite, sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. On est d'accord que c'est une belle ligne d'horizon, c'est un très bel objectif, mais qu'on n'est vraiment pas rendu. Okay? Il y a encore du travail à faire. Qu'est-ce que la Déclaration universelle ensuite fait? C'est qu'elle fait une liste de toutes les composantes de ce qu'on entend comme étant la dignité humaine. Donc, on va avoir des droits civils, culturels, économiques, sociaux, politiques qui sont là. Donc, les droits culturels, oui, nouveaux dans le débat au jour d'aujourd'hui, mais c'est des droits qui étaient là depuis le départ. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'être inventé. C'est des droits qui existent dans la Déclaration universelle depuis 1948, qui ont été traduits dans les conventions. Je vais vous passer l'historique de leur mise en place. Là, ils sont plus en débat parce qu'on en a eu peur pour une série de raisons qu'on va défendre et débattre juste après. Donc, je vous passe l'historique pour vous dire à peu près de quoi on parle, mais on pourra y revenir s'il y a des questions plus sur comment se sont développés en fait les droits culturels. Mais peut-être juste important de rappeler, on parle toujours, quand on parle de droits humains et donc de droits culturels, de droits qui sont universels. Ça veut dire reconnus à tous. Ce n'est pas seulement des groupes, ce n'est pas seulement des peuples autochtones, ce n'est pas seulement les minorités, c'est chaque personne qui a des droits culturels. Donc, déjà de le poser comme ça. C'est des droits inaliénables reconnus à tout le monde, donc ils ne devraient pas être nécessairement remis en cause, même si c'est le cas encore aujourd'hui. Ils sont des droits individuels, donc pas seulement des droits des groupes, mais bien l'individu à l'intérieur de chaque groupe de aussi faire des choix par rapport à ce qui fait identité et ce qui fait sens, indivisibles dans leur compréhension avec tous les autres droits de l'homme et interdépendants dans leur mise en œuvre, parce que quand on travaille sur la mise en œuvre des droits culturels, nécessairement, et on va le développer, on a aussi un impact sur d'autres libertés et d'autres droits qui sont importants. Donc, rapidement, on a le droit international, traduit dans des conventions qui sont ratifiées par nos États, traduit ensuite dans le droit français. Et là, j'ai mis juste quelques exemples des différents endroits où on retrouve en fait les principes des droits culturels déjà mis en œuvre dans le droit français. Dont la Constitution, vous l'avez depuis 1958, c'est déjà là. Dans toutes les lois contre la discrimination, vu que les bases de discrimination sont toujours liées à l'identité, que ce soit le genre, que ce soit l'ethnie, que ce soit la religion, c'est des parties intégrantes de notre identité. Et comme sur les droits culturels, on est sur les questions identitaires, tout ce qui va être contre la discrimination nécessairement est en lien avec les droits culturels. On a aussi la loi contre le handicap, l'égalité des chances, la loi NOTRe qui est plus récente, qui fait beaucoup plus débat maintenant aujourd'hui, et la loi création, architecture et patrimoine qui est aussi un peu plus récente. Donc, qu'est-ce qu'on entend par culture? Vous venez déjà de l'entendre, on est sur quelque chose de assez large. Au sens étroit, quand on parle de culture et qu'on parle de droits culturels, et ce qui fait qu'on pense encore souvent aujourd'hui que les droits culturels, c'est à la marge, c'est qu'on pense aux beaux-arts, au patrimoine, à la création. Ceux qui étaient dans la salle, juste la table ronde d'avant, il y a été question d'innovation, il y a été des questions d'accès au savoir, il y a été question de droits d'auteur, de brevets. La création, on n'en a pas seulement besoin dans des théâtres, on en a besoin dans tous les domaines, en fait. Et donc, toutes les questions de savoir accumulé et de créativité humaine, nécessairement, ont quelque chose de culturel. Donc, déjà, je viens d'élargir, mais au sens large, au sens plus anthropologique, on parle, et c'est la définition aussi de la conférence de l'UNESCO sur les politiques culturelles de 1982, qui parlait de considérer l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social, qui inclut, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Belle définition, il y a beaucoup de choses là. Qu'est-ce qui pose problème en termes de droits humains, par contre, c'est que c'est caractérise une société ou un groupe social. On a dit que les droits humains, c'est des droits individuels, donc il faut
retourner un peu la définition, ce que la Déclaration de Fribourg a fait en fait. C'est un texte de la société civile, la Déclaration de Fribourg, donc on n'est pas dans les textes des Nations Unies, mais vous allez voir, on y arrive ensuite. La Déclaration de Fribourg, elle a changé un petit peu la définition en disant que le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, donc tout ce qu'on avait tout à l'heure en termes de ressources. Mais au centre, c'est par lesquelles une personne ou un groupe, pourquoi ils utilisent, qu'est-ce qu'ils font de ces ressources-là. Ils expriment leur humanité et les significations qu'ils donnent à leur existence et à leur développement. Donc, toutes les ressources culturelles, en fait, sont là pour nous permettre d'exprimer notre dignité au niveau singulier, au niveau de chacun d'entre nous. Et c'est à ça que servent, en fait, les différentes ressources culturelles. Donc, ce qui est culturel, c'est pas seulement ce qu'on retrouve dans les théâtres ou ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est tout ce qui relie par le sens, c'est tout ce qui permet d'avoir, dans les mots de la Déclaration universelle de l'UNESCO de 2001, ce qui est porteur d'identité, de valeur et de sens. Donc, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus large. Adopté par les Nations Unies en 2009, et là, je vous rejoins, c'est vraiment plus tard qu'on a réussi à mettre des mots là-dessus au niveau des Nations Unies. La définition ici de la rapporteure spéciale dans le domaine des droits culturels, c'est des droits de chacun individuellement ou collectivement, ainsi que les droits des groupes de personnes, de développer et d'exprimer leur humanité et leur vision du monde, et la signification qu'ils donnent à leur existence et à leur épanouissement par l'intermédiaire, entre autres, et là de nouveau, toute la liste des références culturelles ou des ressources culturelles sur lesquelles on s'appuie pour exprimer notre identité, pour la développer. Voilà un peu pour la définition. Je vous fais donc culture. Et là, je veux citer en fait, parce que c'est la première rapporteure spéciale qu'on a eue qui était sociologue et qui venait du Pakistan, qui a fait un très beau texte sur qu'est-ce qu'on entend par culture. Et je m'excuse de lire. Trop de gens pensent encore la culture avec un grand C, en termes de manifestations hermétiques scellées, d'expressions culturelles grandioses, comme l'art ou l'architecture avec un grand A. Mais ce ne sont là que des parties d'un ensemble plus vaste. Ces manifestations, ces expressions sont comme des éclats de cristal. Elles peuvent briller vivement, nous éblouir. Elles peuvent couper et blesser. Mais en bien ou en mal, elles ne font que refléter des aspects fragmentés de culture. La culture imprègne tous les domaines de la vie, depuis la sécheresse d'un test légal jusqu'à la vivacité des couleurs et des tempos des travaux artistiques, depuis ce que nous mangeons et comment nous le mangeons, jusqu'au paysage culturel expansif des mégalopoles. La culture est plus encore que les vêtements que nous portons, les chansons et les danses qui célèbrent la vie et les rituels qui y mettent fin. Elle est le cœur même de ce qui fait de nous des humains. La culture est comme un prisme à travers lequel nous percevons et nous sommes perçus par autrui, à travers lesquels nous comprenons notre environnement humain, naturel, artificiel. Nous réagissons à lui et nous y prenons part. C'est donc la culture, la façon dont nous donnons un sens à nos vies, ce que nous pensons qu'elle est et ce que devrait être le développement. Donc, si au départ vous pensiez qu'on était à la marge, je pense là on vient de dire on est vraiment en fait au cœur de ce qui fait dignité et de ce qui fait humanité en quelque part. Je veux vous amener dans les quelques minutes que j'ai là à travers un parcours. J'utilise la Déclaration de Fribourg. Pourquoi? Parce que c'est le premier texte en fait qui a mis tous les droits culturels ensemble. Les droits culturels, ils existaient dans des textes de droit international, mais ils étaient un peu éparpillés. La Déclaration de Fribourg les a présentés ensemble, ce qui permet de voir un peu plus leur cohérence. C'est un texte de la société civile sur lequel les Nations Unies ensuite se sont appuyées pour vraiment comprendre et travailler la question des droits culturels. Donc, ça reste un texte de société civile avec aucune obligation. Par contre, elle a des définitions qui sont assez claires, donc c'est pour ça que j'utilise ce texte-là, et vous le trouvez assez facilement. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout en note ce qui va être là, parce que ça se retrouve. J'ai mis à l'écran, en fait, les définitions pour ne pas être obligé moi-même de les lire, et donc vous évitez un peu ça. Donc, le parcours des droits culturels, si on dit que la définition, c'est que c'est des droits de choisir et d'exprimer son identité, d'accéder à des références culturelles comme à autant de ressources nécessaires pour un processus d'identification, de communication et de création. Mais les défis qu'on a, c'est que pour pouvoir accéder et pratiquer une diversité de ressources de qualité, encore faut-il qu'elles existent. Pour choisir, encore faut-il connaître. Et pour interpréter, pour inventer, pour vraiment créer, encore faut-il qu'il y ait des espaces de confiance où on s'initie à la pratique avant de pouvoir l'exposer de manière plus large et vraiment créer pour d'autres. Donc, si je dis d'abord, c'est une liberté, c'est des libertés, des droits, des responsabilités d'être en première. C'est une capacité d'être. L'article 3 de la Déclaration de Fribourg, il dit respecter, choisir son identité dans la diversité des modes d'expression. L'identité culturelle, si on le voit, j'aime bien cette image de Augusto Giacometti, où on a tout le prisme des couleurs autour. Donc, à l'endroit où on est,
On est au centre, en fait. Autour de nous, il y a toute une série de ressources culturelles qui sont un peu toutes les couleurs qu'on retrouve là. Mais qu'est-ce qu'on met au centre? Qu'est-ce qu'on met au centre de notre identité parmi ces différentes ressources culturelles-là? C'est justement ce choix qu'on fait de qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait identité, qu'est-ce qui fait valeur, avec la possibilité de le changer au fur et à mesure où on avance dans le temps, de mettre d'autres choses plus en avant que non. Donc, une identité qui est dynamique, et mon collègue va le reprendre, mais cette image-là l'exprime bien, en fait. Donc, c'est comprise comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. Pas d'enfermement ici, mais vraiment, voilà comment moi je me définis et c'est comme ça que je veux qu'on me perçoive, c'est comme ça que je veux qu'on interagisse avec moi. Donc, une liberté ici, on est vraiment au cœur d'une liberté de choisir en fonction de qu'est-ce qu'on a eu comme exposition à une diversité de ressources culturelles. Et c'est là ensuite que les autres droits continuent. Donc, pour accéder à une diversité, il faut encore avoir des ressources autour de soi, une diversité de ressources de qualité qui nous permettent de faire un choix. Où est-ce qu'on trouve ces différentes ressources-là? Bon, dans cet article-là, c'est justement l'accès à une diversité qui va s'y retrouver. Développer des savoirs, s'exposer à des savoirs, lire, rencontrer. Toutes ces ressources, en quelque part, sont nécessaires. Où est-ce qu'on les trouve? Ben, c'est d'abord chez les personnes. Donc, à l'article 4, on parle de l'importance des communautés, l'importance des groupes, l'importance des associations, qui sont, communauté culturelle ici est définie comme, comme un groupe de personnes qui partagent des références constitutives de leur identité, qu'elles entendent, qui sont assez importantes, en fait, pour qu'elles veulent les préserver et les développer et les transmettre. Donc, quelque chose, on ne transmet pas tout, hein, on fait toujours de toute façon une sélection, mais qu'est-ce qu'on trouve qui a assez de sens et de valeur, d'identité pour vouloir le transmettre? C'est ce qu'on met en fait comme bien commun au cœur, avec comme droit la liberté de choisir, justement de se référer ou non, de changer ce choix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences, hein, mais de pouvoir avoir cette liberté de changer d'appartenance ou de se retrouver dans différentes communautés même en même temps. Et important, le fait de ne pas se voir imposer une communauté culturelle ou une appartenance, de se voir assimilée à l'intérieur d'une définition, toi, tu n'es que ça. Et c'est l'enfermement, en fait, qui devient problématique. Les droits culturels, qu'est-ce qui pose? C'est le fait qu'on a chacun le choix de se reconnaître dans une communauté, oui, mais aussi de s'en défaire et aussi de changer. Donc, une ouverture, en quelque part, même si on reconnaît bien que les communautés sont importantes. Donc, d'abord, on le rencontre chez les gens, cette diversité de ressources culturelles, c'est des gens qui nous initient. Ensuite, on le rencontre dans tous les espaces d'éducation, tous les espaces de transmission de savoir. Je ne vous lirai pas tout ce qui est là, mais c'est qu'est-ce que j'ai mis en jaune, en fait, qui est un peu plus important, c'est de considérer les droits à l'éducation comme un processus qui est tout au long de la vie, qui implique de donner et de recevoir. Donc, c'est un acte réciproque. C'est pas juste j'ai le droit d'être spectateur ici, mais c'est vraiment de contribuer aussi à des savoirs et de les partager, éventuellement de créer des espaces où on partage des savoirs autres que ceux qu'on retrouve dans nos classes et de créer des occasions comme celle-ci, de partager d'autres choses que ce qu'on retrouve sinon dans les livres. Donc, toutes les occasions, tous les espaces de formation font partie du droit à l'éducation, font partie des droits culturels, mais aussi tout ce qui est l'accès à l'information, le droit à l'information. Et tout à l'heure, justement, dans la table ronde d'avant, il y a été question de qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait, à quel savoir on a accès. Les savoirs scientifiques, l'accès aux savoirs scientifiques et à leurs bénéfices font partie aussi des droits culturels. On est sur du très large. Toutes les questions des droits d'auteur vont en faire partie aussi. Donc, à quel savoir est-ce qu'on a accès? L'importance ici d'une information pluraliste que je voulais mettre en avant, de chercher, de recevoir, mais surtout le dernier point que j'aime bien, qui est le droit à la liberté et la responsabilité qu'on a tous de répondre aux informations erronées. Donc, de répondre aux mensonges publics et dans les cas de désinformation qu'on a eues et qu'on note de manière régulière dans nos espaces publics, qui brisent en fait la confiance qu'on pourrait avoir dans nos systèmes. L'importance chacun de nous aussi de répondre et pas juste de laisser circuler des informations qui sont fausses ou qui sont mensongères. Et sur quoi est-ce qu'on forme? Sur quoi est-ce qu'on informe? Quel est le contenu en fait de toute formation, de toute information? C'est des savoirs qu'on appelle des patrimoines, des savoirs accumulés, développés, transmis parce qu'on trouve qu'ils ont du sens. Et c'est ça qu'on met au centre de nos transmissions. Et donc, un article ici sur les patrimoines qui peuvent être définis de manière beaucoup plus large, on est d'accord. Patrimoines qui sont toutes les formes de savoir, dont les savoirs scientifiques aussi, mais aussi les savoirs artistiques, les métiers, les savoir-faire, les valeurs. Toutes les traditions religieuses vont se retrouver aussi là-dedans. Donc,
Une diversité de ressources auxquelles on a été exposé. Qu'est-ce qu'on en fait? On a dit c'était les ressources par lesquelles on s'appuie pour choisir ce qui est important pour nous, mais aussi pour communiquer, exprimer, participer. Et je reviens sur le droit de participer, d'accéder, de participer à la vie culturelle. La vie culturelle définie comme l'espace de toutes les interactions, en fait. Donc, pas seulement un espace fermé, mais tous les espaces publics qui sont des espaces de rencontre sont des espaces où on crée culture, où on fait culture. Et participer, le comité qui a défini un peu cet article-là du Pacte international sur le droit économique, socio et culturel a parlé de accéder, participer et contribuer comme étant les 3 niveaux. Et contribuer, ça veut aussi dire de contribuer à définir ce qui fait culture et de remettre en question, de dire un instant, c'est pas parce que ça a été fait comme ça avant qu'on ne peut plus le remettre en question. Aujourd'hui, on a autre chose et je peux participer à débattre, de définir qu'est-ce qui fait culture au jour d'aujourd'hui. C'est une des raisons, puis on ne rentrera pas dans le politique, mais c'est une des raisons pour lesquelles, pendant longtemps, les gouvernements, ils ont préféré ne pas trop donner de droits culturels aux gens, en fait. Parce que ça dérange, parce que ça permet de remettre en question et d'éventuellement questionner l'ordre établi et les normes établies. Donc, participer à la vie culturelle seul et en commun, ce qui implique l'utilisation des langues, ce qui va impliquer les manifestations dans l'espace public, mais aussi privé. Et c'est juste une partie de la définition du comité, justement, vie culturelle comme un processus vivant, historique, dynamique et évolutif, parce qu'il s'inscrit dans un contexte, bien entendu. Et participation à la vie culturelle dans la Déclaration universelle, elle arrive juste avant la participation à la vie politique, parce que c'est un espace obligé, en quelque part, dans l'ordre, pour arriver à la participation à la vie politique à divers niveaux. Donc, le droit pour toute personne de participer selon des procédures démocratiques au développement culturel des groupes, des communautés, des associations dont on fait partie, à l'élaboration, mise en œuvre, l'évaluation de décisions qui nous concernent, donc toutes les décisions qui nous concernent et qui définissent en fait l'espace culturel dans lequel on interagit, et développement de coopération culturelle à différents niveaux, aussi à l'international, aussi de manière transversale, de vraiment pouvoir participer et là, bien entendu, on pourrait ouvrir tout le débat sur les espaces digitaux qui ouvrent aussi ces possibilités de créer des liens au-delà des frontières avec les défis qu'ils posent. Mais voilà un peu le processus, en fait, des droits culturels. Donc, une capacité d'être, parce qu'on a accès à une diversité de ressources, de sens, qui nous permettent nous-mêmes de faire un choix sur ce qui a de l'importance. Et sur la base de ces ressources, de ces références qu'on connaît, qu'on maîtrise, dont on s'imprègne, des gens qu'on rencontre qui nous inspirent et qui nous donnent envie d'aller plus loin, sur ces bases-là, participer, exprimer, prendre part à définir ce qui fait culture et à définir aussi les coopérations dans lesquelles on s'ouvre. Donc, une obligation d'interaction, en quelque part, qui sont ouvertes par les droits culturels. Je pense que je n'irai pas plus loin que ça, parce que je veux laisser à mes collègues un espace de débat. Mais voilà, droit culturel à l'intérieur des droits de l'homme, parce qu'on sait qu'ils sont très liés. C'est vraiment cet espace qui permet de favoriser le croisement de savoir, hein, de vraiment dire chaque personne, dans sa singularité, a quelque chose à mettre à la table parce qu'elle est cette personne-là, parce qu'elle a construit son identité sur la base d'un certain nombre de références qu'elle a combinées à sa manière, et c'est ça qui m'intéresse. Et reconnaître une dignité humaine à chaque personne, c'est justement reconnaître qu'on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous pareils, mais c'est ça qui est intéressant. Et donc, les droits culturels, ils nous donnent une méthode pour vraiment aller chercher la singularité que chacun d'entre nous peut mettre à la table, les savoirs, donc, quelles qu'elles soient leurs formes, la diversité, en fait, des idées dont on a besoin de toute façon pour avancer, non pas seulement dans le domaine culturel, mais dans toutes nos politiques publiques. Voilà. Merci. Merci Joanne pour cet exercice complexe de résumer en 20 minutes des propos d'une rare densité du coup, qui vont nous inciter à un peu de méditation derrière, de digestion. Ça a néanmoins clarifié en même temps que montré l'ampleur du périmètre, j'allais dire, que ça recouvre. Vous avez beaucoup évoqué la question de l'identité qui faisait débat entre vous deux avant même qu'on commence, parce qu'on sait que c'est des sujets qui, chez nous, sont vite explosifs. Vous avez parlé d'identité, d'appartenance, de fragmentation, de rapport entre l'individuel et le collectif.
Et on sent bien que c'est ici qu'effectivement peuvent se créer un certain nombre de polémiques ou de controverses. Et c'est sur ce terrain que va nous emmener Sébastien Dubois maintenant. Oui, donc bonjour à tous. Si vous regardez sur Internet, si vous lisez un peu la presse, quand on parle des droits culturels, surtout dans notre contexte français, pourquoi font-ils peur? Ils font peur parce qu'ils fragmenteraient la société et qu'ils nous emmèneraient vers le communautarisme. Alors le mot communautarisme court partout. On va essayer de le définir un petit peu plus précisément et d'expliquer ce que sont d'abord les penseurs du communautarisme, pourquoi la France résiste justement à ce mouvement-là, et on le disait ensemble, on en parlait ensemble, qu'est-ce que l'identité, d'où vient l'identité? Alors le communautarisme est un terme vague qui peut être employé dans différentes acceptions. C'est d'abord la reconnaissance de droits spécifiques à une communauté. Alors je vais prendre un exemple historique. Les Juifs sous l'Ancien Régime français, qui avaient leurs propres tribunaux, leurs propres écoles, mais jouissaient, je n'ose pas dire en contrepartie, d'un statut social inférieur, dominé, jusqu'à leur émancipation par la Révolution française. Notons d'ailleurs que l'ensemble des Juifs, suite à la proposition de la Révolution, en fait, de leur dire abandonnez vos particularismes et adhérez à la République, le mouvement d'adhésion à la République a été très large. Deuxième point, on pense souvent à l'existence dans un pays de communautés culturelles organisées. Alors là, on a tous des images de New York, l'Italie, de l'Égypte, etc., etc. Ce qui est d'ailleurs, je vais y revenir, le spectre pour la société française, qu'une société qui serait organisée sur différentes communautés culturelles juxtaposées et non pas unies dans une république universelle. Alors, à l'origine, la pensée du communautarisme est très différente. Elle vient de chercheurs anglo-saxons, effectivement, qui réfléchissent à ce qu'est la société libérale et qui font la différence entre les droits réels et les droits théoriques ou les droits formels. Qu'est-ce que c'est que les droits formels? Eh bien, Joanne vous en a présenté toute une série. Ce sont des droits écrits, la Déclaration des droits de l'homme, qui fixe des droits et des devoirs pour chacun d'entre nous. Bon. Maintenant, il y a ensuite les droits réels, c'est-à-dire la capacité à exercer ces droits. Alors, je prends un exemple tout simple que tous les étudiants en management connaissent, les femmes dans le monde économique. Les femmes ont le droit d'accéder à tous les postes dans les entreprises. De fait, nous savons que la discrimination homme-femme opère encore aujourd'hui et que les femmes sont par exemple sous-représentées dans les conseils d'administration. Donc, de droit formel à droit réel, il y a un pas. Et ce que disent les penseurs du communautarisme, c'est que justement la société libérale insiste trop sur les droits formels et ne prend pas en compte les droits réels. Autrement dit, elle reste extrêmement abstraite et ne donne pas aux individus la possibilité de s'exprimer. Voilà. Il faut donc, disent ces penseurs, laisser vivre les communautés, parce que ce qui nous fait vivre et ce qui donne sens, et je vais y venir, c'est justement nos appartenances culturelles et la construction de nos identités. Voilà. Je mets une petite note d'ailleurs en disant que ces différents penseurs, dont je mentionne rapidement les noms, n'ont pas agi politiquement pour créer des communautés fermées, etc., etc. Voilà. Alors pourquoi est-ce que cette vision fait tellement peur? Je crois qu'on peut même le dire en France. Je dis le spectre, le communautarisme hante la société française pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'idée d'universalisme et l'idée de république unique et indivisible inscrite dans la Constitution est très présente chez nous. Alors après, il faut aller un peu plus loin, je vais très vite là-dessus. Pourquoi est-elle si importante? Pour la France, en fait, il faut revenir à la construction historique et sociale de la France, qui, contrairement à une idée répandue, s'est construite petit à petit à partir de l'acquisition de communautés et de régions qui n'appartenaient pas au royaume au départ, la Bretagne, la Corse, etc. Un petit exemple, par exemple, vous savez que toutes les autoroutes sont gratuites en Bretagne. Vous n'avez même pas d'autoroute en Bretagne, enfin vous avez que l'autoroute qui va jusqu'à Rennes, pour une raison simple, c'est que quand la duchesse Anne de Bretagne a épousé le roi de France, elle a négocié des conditions particulières avec le roi, voilà, et que tout ça, voilà, inscrit dans l'histoire, a duré jusqu'à aujourd'hui. Donc la société française s'est construite l'État français s'est construit petit à petit sur un modèle centralisé qui se voulait universel, d'assimilation progressive. Voilà, alors j'ai dit la France, j'ai dit la Bretagne, j'aurais pu dire la Corse, j'aurais pu dire la Normandie, etc. Donc là on a un mouvement on a un mouvement impulsé par les rois de France, voilà, très puissant, qui a constitué notre modèle politique. Je prendrai un seul exemple, parce qu'il est évidemment capital, celui de la langue. Et là, on est directement dans les droits culturels, celui de la langue française. Alors, on a souvent l'idée que tous les Français parlent français. En fait, les Français n'ont parlé français que très tard.
Dès 1539, avec l'édit de Villers-Cotterêts, François Ier impose l'usage du français dans tous les actes publics. Alors, on dit souvent que c'était pour contrer l'Église qui employait le latin, c'est vrai, mais c'était aussi pour asseoir son pouvoir et diffuser à l'ensemble de la société française l'usage du français. Un peu plus tard, le poète Du Bellay, en 1589, écrit sa défense et illustration de la langue française, dans laquelle il dit que la grande littérature peut s'écrire en français et non plus en latin. Pour citer un autre écrivain, pensons à La Fontaine, qui, au XVIIe siècle, se plaint encore en voyageant dans le sud de la France que personne ne le comprend, parce que personne ne comprend son français de Paris. C'est sa propre expression. Voilà. Et il découvre, en voyageant à Toulouse, à Montpellier, etc., que certes, les élites parlent français, mais que quand il descend à l'auberge ou quand il veut aller acheter sa baguette, il n'y a pas de baguette à l'époque, peu importe, les gens parlent un patois local, beaucoup plus que la langue de Paris, qui est la sienne. Et l'école obligatoire, les lois de Jules Ferry des années 1880, a pour vocation expresse de faire en sorte que tous les Français maîtrisent le français. Voilà. Donc vous voyez que cette question de la diversité ici des langues est centrale dans la construction française et très longuement inscrite dans notre histoire depuis très longtemps. Elle a été encore vérifiée en 1991 par une célèbre décision du Conseil constitutionnel sur la Corse. La Corse s'est vue attribuer, reconnue un statut spécifique, un statut juridique spécifique, mais le Conseil constitutionnel n'a pas voulu reconnaître l'existence d'un peuple corse, parce qu'il n'y a qu'un peuple, la République française une et indivisible, et la langue corse peut être enseignée, je vais y revenir, mais certainement pas une langue officielle. Vous voyez qu'on est toujours encore dans cette histoire-là qui est très présente chez nous. Ce qui fait que dans le débat français, le communautarisme et toutes ces questions-là d'identité sont souvent renvoyées à des formes d'autocentrisme d'un groupe religieux ou ethnique sur lui-même, valorisant ses différences par rapport aux autres. Voilà. Alors, je reviendrai, je vais essayer de démonter un petit peu ça et de dire notamment que les identités sont loin d'être seulement religieuses ou ethniques. Un autre point important, c'est que contrairement à une idée répandue, et là aussi le multiculturalisme est présent en France. Vous avez une petite diapo ici. Quand vous allez en Bretagne, vous avez les noms des localités sur les routes, à la fois en français, en breton, et heureusement, fort heureusement, rien ne vous empêche de parler breton dans la rue, d'apprendre le breton comme langue supplémentaire, etc. Bref, de vous attacher à l'identité bretonne. Et tout le monde a trouvé très bien le grand festival interceltique de Lorient, qui est une manifestation de l'identité bretonne. C'est un point important parce que contrairement à ce qu'on pense parfois, les Bretons ne sont pas des Celtes comme nous, des Gaulois, etc. En fait, les Bretons, leur origine vient d'un retour de population gaélique au 5e et 6e siècle sur la péninsule, si je puis dire ainsi, bretonne. Vous voyez donc le terme multiculturalisme, en fait, il est culturel lui-même, c'est-à-dire que son usage et sa définition, ses usages et ses définitions varient selon le contexte culturel et il n'a pas le même sens et il n'opère pas de la même manière outre-Atlantique que chez nous. Alors, chez nous, effectivement, la grande peur, c'est que les droits culturels renforceraient le communautarisme et amèneraient faciliteraient je disais tout à l'heure, l'ethnocentrisme, c'est-à-dire le recentrement de communautés culturelles sur elles-mêmes. Alors évidemment, on pense toujours aux musulmans dans ces cas-là aujourd'hui, mais j'ai pris le cas des Bretons, des Corses, je pourrais prendre le cas des Italiens, des Portugais, ou même, pourquoi pas, des catholiques, ou de ceux qui aiment la musique classique, je vais en parler dans un instant. C'est d'autant plus vrai que la peur incite à se recentrer sur son identité. Alors là, je prends deux exemples, un dramatique et un plus léger. Dramatique, on parlait des Juifs tout à l'heure. Si les Juifs se sont regroupés en communauté, c'est parce qu'ils ont souffert de discrimination et de violence depuis très longtemps, comme vous le savez, et que la situation des Juifs, là aussi, contrairement à une idée répandue au Moyen-Âge, en Europe, était tout sauf pacifique, et que donc, souffrant de pogroms, de discriminations diverses, etc., ils se recentrent. L'exemple plus léger, je parlais à tous les étudiants, on sait bien, nous, profs, que quand nos étudiants partent à l'étranger, ils ont tendance à se rassembler par communauté culturelle. Alors c'est d'ailleurs assez... c'est pas seulement les étudiants d'ailleurs, pour avoir vécu à l'étranger, c'est les Français en général, les Anglais, les Chinois, etc. C'est d'ailleurs assez amusant parce que quand il y a assez de Français, les Français se mettent avec les Français. Quand il n'y a pas assez de Français, les Français ont tendance à se mettre avec les Italiens et les Espagnols qui nous ressemblent un peu parce qu'on est latins, etc. Voilà. Bon. Voilà. Donc,
il y a des phénomènes effectivement de recentrement sur les identités, et ce que veulent les droits culturels, c'est justement contrer ces phénomènes et ouvrir, comme l'a bien expliqué Johan. Tout ça repose sur une vision beaucoup trop centrée de l'identité qu'on trouve dans le débat public, aussi bien chez les tenants du communautarisme que chez leurs opposants. En effet, l'identité n'est pas donnée, c'est un processus. C'est quelque chose qui s'apprend, on s'intègre, on devient quelque chose. Si vous prenez je vais vous raconter une histoire personnelle. Quand j'avais un peu plus jeune que vous, quand j'étais adolescent, une amie qui avait été adoptée par un couple français qui était d'origine coréenne. Voilà. Elle avait été adoptée à l'âge de 2 mois ou 3 mois, quelque chose comme ça. Elle s'appelait Claire, elle était aussi française que moi. Elle a été élevée par une famille française, elle avait suivi sa scolarité dans des programmes français, elle ne parlait pas coréen, etc. En revanche, ça l'a amenée après à s'interroger, quand elle est devenue plus grande, sur son identité coréenne, ce que ça voulait dire pour elle. Mais voilà, elle avait grandi dans un milieu français, elle s'était socialisée à un milieu français. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos identités sont de plus en plus complexes et multiples. Alors, je vais parler là d'Édouard Glissant, qui est un écrivain, poète et chercheur français, né aux Antilles, qui est très connu en français, comme il a gagné le prix Renaudot quand il avait moins de 30 ans, mais qui est encore plus connu dans le monde anglo-saxon, pour des raisons que je pense que je peux vous aider à comprendre, et qui fait la distinction entre 2 sociétés. Il dit qu'il y a 2 types de sociétés. Il y a les sociétés ataviques. Les sociétés ataviques, c'est des sociétés qui ont été très peu soumises à des influences culturelles étrangères. Donc, par exemple, les aborigènes d'Australie ou le Japon avant l'ère Meiji, puisque vous savez que le Japon était fermé aux influences étrangères. Les Japonais n'autorisaient que quelques rares bateaux à aborder les côtes japonaises. Ces sociétés ataviques ont leur propre explication du monde, leur propre langue, à l'abri, entre guillemets, d'influences culturelles. Les aborigènes d'Australie, ça se comprend bien, ils étaient sur une île relativement peu accessible jusqu'à leur colonisation, avec les effets dramatiques, on pourra en y revenir si vous voulez, dans les 2 siècles derniers par les Européens. Mais de plus en plus, nous dit Glissant, nos sociétés sont créoles, c'est-à-dire qu'elles sont le résultat de mélanges culturels. Et Glissant prend évidemment l'exemple de la société antillaise, qui est la sienne. Les Antilles sont le fruit d'une influence à la fois européenne, africaine, mais aussi indienne et chinoise, parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration asiatique, voilà, dans les Antilles. Et Glissant prend l'exemple de la langue créole. La langue créole, c'est le mélange du français, de langues africaines et d'expressions venues encore d'ailleurs. Et la grande position de Glissant sera de dire, c'est que la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui n'est peut-être pas avant tout un changement économique, mais un changement culturel. Et moi qui enseigne des cours sur la culture à l'école, je le sais bien quand on voit ça avec les étudiants, vous écoutez de la musique africaine, vous regardez des films asiatiques, etc., etc. Nos identités sont de plus en plus complexes et mêlées. Je donnais l'exemple de la France tout à l'heure. La France est créole en fait depuis le début. En quelque sorte. Des Gaulois aux Romains, en passant aux invasions barbares, à toutes les migrations qui ont suivi. La France est une société créole, ce qui correspond au territoire de la France aujourd'hui, est une société créole depuis quasiment, on va dire, les origines. Mais tout cela est accéléré par la mondialisation, et donc les positions vis-à-vis des droits culturels et du communautarisme doivent être remises en perspective avec ces mouvements de mondialisation qui suscitent chez un certain nombre de personnes des peurs. Alors pour conclure, les droits culturels justement cherchent à inscrire dans les droits de l'homme. Je vais pas revenir sur ce qu'a dit Johan. Je voudrais juste conclure en disant si l'identité est un processus complexe, les droits culturels doivent être un moyen de nous approprier nos propres identités. Voilà. Parce que nos identités sont multiples, parce que nous sommes le résultat d'échanges culturels divers. On a la chance ici d'être sur un campus avec beaucoup d'étudiants étrangers, donc les étudiants français en font l'expérience. Les étudiants étrangers ici, vous savez que maintenant la majorité du corps professoral est aussi international, c'est-à-dire non français d'origine. Donc on vit dans un monde qui, pour reprendre Glissant, se créolise, et l'exercice des droits culturels, c'est la reconnaissance de ce qui change. Voilà, et il ne faut pas le voir comme une menace,
mais au contraire favoriser les échanges et trouver cela dans l'équilibre du principe républicain qui est le nôtre. C'est clairement un défi politique et social pour la France aujourd'hui au vu de certaines représentations de ce que peut être la France, je pense au roman national, etc., que j'espère avoir remis un petit peu en perspective. Mais les droits culturels doivent justement nous permettre de construire des identités, voilà, et ils ne vont pas contre l'identité française, ils participent, voilà, à l'identité française. Voilà, je finirai là-dessus. Pour ne pas avoir été trop long, je repasse la parole à Madame Renaud. Merci. Merci d'avoir abordé, si j'ose dire, ces controverses sans tabou. Voilà, ce sont des sujets glissants. Puisque, voilà, encore une fois, les questions d'identité multiples ou dynamiques, selon la manière dont vous préférez les nommer, sont évidemment au cœur de bien des débats politiques aujourd'hui et tournent autour de la question dont chacun peut trouver sa juste place finalement dans le collectif. Trouver sa juste place, je pense que chacun d'entre vous trois a essayé de travailler autour de ce sujet, chacun dans son... Vous avez un... Non, vous n'avez pas de... Chacun dans son domaine. Donc on commence par vous, Loïc Lachenal. Vous avez mené une expérience avec le réseau Culture 21 au sein de votre établissement et on vous laisse nous raconter un petit peu vos tentatives. Oui, alors c'est difficile maintenant de s'éloigner un peu du cadre théorique, éthique, philosophique et politique pour mettre un peu les mains dans la pratique. On l'a vu avec les interventions à la fois de Johan et de Sébastien, les droits culturels touchent à quelque chose d'extrêmement politique et forcément quand on dit mise en application, on touche à des questions de politique publique, surtout quand on parle de la culture et de la culture en France. Alors merci Johan d'avoir vraiment dit que les droits culturels avaient une acception extrêmement large de la culture. Pour ma part, je garde la belle définition de Paul Éluard qui disait que la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Donc c'est aussi une notion d'apprentissage tout au long de sa vie, d'oubli, d'abandon et de rencontre très large et évidemment bien plus élargie qu'aux beaux-arts, qu'aux pratiques académiques, etc. Quand on parle de culture en France, évidemment, on dit que c'est politique parce que la création culturelle, elle démarre... bien entendu depuis longtemps, mais dans un cadre politique, sans remonter très loin, au fait du prince, à Louis XIV, au colbertisme, et puis plus tardivement, bien évidemment, la création du ministère de la Culture par un écrivain, par Malraux, qui voulait partager les grandes œuvres de l'humanité. On parlait déjà d'humanité, hein, malgré tout à ce moment-là, mais juste partager. Voilà. Donc, quand les notions de droit culturel arrivent en France et qu'on parle de culture, forcément, elles se heurtent à la question de la politique culturelle et on voit bien qu'elles trouvent leur traduction dans des textes légistiques qui parlent de culture, la loi création, architecture et patrimoine, qui était la grande loi sur le spectacle vivant que les acteurs culturels avaient demandé à François Hollande de mettre en œuvre. Voilà. Donc ces droits culturels, finalement, s'immiscent dans nos pratiques presque comme une obligation. En tout cas, les références sont là. Et faut-il encore bien les comprendre et bien les connaître? Alors, c'est évidemment étonnant de la part du réseau des opéras et des orchestres que je représente, parce que finalement, c'est j'allais dire le sommet le plus émergé de l'iceberg culturel, pour dire les choses, ce qui est vécu comme le plus académique, ce qui est vécu comme le plus institutionnel, potentiellement le plus lourd, le plus descendant aussi. Et la première question qui est venue à nous, c'est en fait, dans cette question de droit culturel, quelle est notre place dans la diversité culturelle? La diversité culturelle, vous l'avez dit tout à l'heure, la diversité des ressources, des offres, elle nous impose déjà, à nous professionnels de notre secteur, de nous décentrer un tout petit peu de notre historique et de considérer qu'en fait, on n'est pas plus valeureux que les autres et qu'on fait partie, comme plein d'autres pratiques, dans la diversité culturelle, qu'on a notre place dedans, mais ni au-dessus, ni en dessous, ni à côté, mais simplement au centre. Et du coup, le beau gamier de couleurs de Giacometti montre bien que si on veut prendre la couleur bleue, il existe aussi la couleur verte et puis plein de nuances tout autour. Donc là, c'était déjà un fait extrêmement important. Et puis la deuxième question, pour nous, qui était aussi tout à fait politique et aussi heurtante que la question des identités, c'est la question de la participation.
Parce que forcément, quand on parle d'opéra et d'orchestre, on parle de musiciens, d'artistes qui sont extrêmement bien formés au bout d'un processus d'apprentissage académique très long. Donc comment on met en perspective la question de la participation, c'est-à-dire une forme de spontanéité et une forme d'exigence des pratiques qui est finalement l'issue de cet apprentissage historique. Et là encore, comme le risque du communautarisme, on pourrait tout à fait en rester sur un débat hyper stérile sur la question du relativisme, du populaire, du savant. Et en fait, il faut le balayer parce que cette question d'excellence, pour lâcher le mot, on se rend compte qu'on peut tout à fait la re-questionner aujourd'hui à l'aune des droits culturels parce que cette excellence de la pratique, chacun d'entre nous, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend, est tout à fait libre d'y avoir accès et même de s'en revendiquer. Donc ça, c'était un point vraiment important. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a évidemment, grâce au soutien des politiques publiques mises en place depuis des années, nos institutions vivent dans l'obligation de partager avec le plus grand nombre ce qu'on fait. Donc c'est vrai que cette idée de la participation, c'était quelque chose qu'on avait déjà. Donc il a fallu bien comprendre. Et on s'est lancé sur un processus assez long, qui a duré quand même une année entière, d'analyse clairement de nos pratiques. Alors pas de nos pratiques telles qu'un directeur d'une institution pourrait, j'allais dire, incarner la mise en œuvre d'un projet, mais dans la pratique que tous les professionnels qui vivent dans nos maisons font leur métier. Ça va évidemment du musicien d'orchestre, du régisseur plateau qui est au service des artistes, des personnels qui sont de nos collaborateurs qui sont en lien avec les spectateurs à la billetterie, ceux qui sont missionnés plus concrètement pour aller aux rencontres des publics dits plus éloignés, et de questionner en toute transparence à l'aune de la grille de lecture, de cette référentiel d'analyse très, très fort et très puissant que sont les droits culturels, que d'aller questionner nos pratiques. Et c'était un travail vraiment passionnant et foisonnant. On a vraiment, avec un autre orchestre partenaire, analysé très concrètement des projets de médiation, des projets de création artistique. Et finalement, on a pu rassembler à l'aide de ça tout le fonctionnement de nos maisons autour de 5 grands chapitres qui sont à chaque fois, j'allais dire... qui se décline entre les enjeux, les problématiques et quelques propositions. Et finalement, c'est autour de cette notion à la fois d'excellence qu'on a, tout le monde l'a compris, bien élargie, on a pu se rendre compte que nos missions, notre travail, cet art de l'excellence, c'était l'art d'affirmer de la singularité pour construire du commun. Donc ça, c'est intéressant aussi par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire comment on se retrouve à un moment donné tous aussi différents, avec des parcours aussi différents, autour d'une rencontre unique, celle d'une œuvre, et comment on partage du commun à ce moment-là, et qu'est-ce qu'on fait évidemment autour de ça pour s'y retrouver. L'art d'accueillir et d'être accueilli, ça c'est important aussi, cette notion d'accueil. C'est-à-dire qu'effectivement, quand à l'Opéra de Rouen, on a de la chance d'accueillir plus de 100 000 spectateurs par saison, c'est des gens qui sont très, très différents, et qu'est-ce qu'on mobilise nous comme ressources pour accueillir ces gens aussi différents et qui se sentent eux-mêmes bien accueillis dans toutes les circonstances très différentes. L'art de partager la saveur d'une œuvre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a reçue, comment on peut en parler, comment on peut soi-même se mettre dans une position critique, d'interrogation et donc de partage. L'art d'acquérir de l'expérience et de transmettre, ça c'était aussi important, cette notion d'éducation tout au long de sa vie. Donc effectivement, quand on participe à un spectacle vivant, on produit une expérience collective, on acquiert des savoirs, des savoir-être, et après effectivement le fait de le vivre ensemble nous permet toujours de le partager et de le renforcer. Et puis bien entendu, l'art d'enrichir un écosystème, parce que dans une grande maison comme les nôtres, on n'agit pas seul et on agit au carrefour de multiples intérêts, multiples acteurs économiques, sociaux, artistiques, bien entendu, comme je l'ai dit. Donc finalement, on s'est rendu compte que la mise en œuvre des droits culturels était plutôt un chemin éthique qui appartient non pas aux institutions, mais à tout à chacun. Quand on travaille au projet d'un projet culturel public, incarné par une politique publique, et c'est à chacun de la faire vivre. Tout à l'heure, vous l'avez vraiment dit, on a le droit de participer à la vie culturelle, mais finalement, on a tous un certain devoir aussi. C'est sur ces questions de participer de son point de vue, à partir de là où on est. Et toute la question, effectivement, c'est que ces ressources, aussi éloignées soient-elles au premier regard, puissent être disponibles et partageables avec le plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment
cette question éthique qui est, j'allais dire, au cœur de notre activité. Du coup, cette notion de droit culturel, pour nous, on l'a fait vivre comme ça. Alors, elle s'est traduite par plein de questions qu'on se pose, et notamment la façon dont on se positionne soi-même et dont on parle de nous-mêmes. Il y a eu des études de sociologues qui étaient extrêmement enrichissantes, qui ont analysé le langage utilisé pour parler de la musique dans tous les documents publics, que ce soit les affiches de concerts, les programmes de salles, mais aussi les grandes brochures où on parle de toutes nos saisons. Et en fait, alors, c'est la culture par la culture, Radio Londres existe, et encore plus dans le monde de la musique classique. Pendant très longtemps, cette académie s'est retrouvée dans de la communication, puisque finalement, on ne considérait peut-être qu'on ne pouvait apprécier la musique qu'en ayant une base solide de connaissances nécessaires. Et on se rend compte que tout le langage de promotion était en fait un petit peu excluant, parce que on ne parlait que de choses techniques, caractérisées, avec des mots très savants. Et si on avait fait exactement la même chose en termes d'histoire de l'art ou l'architecture, quel plaisir aurions-nous tous les dimanches d'aller visiter des châteaux forts, des sites mémoriaux, etc. Donc le premier travail pour nous, ça a été de se décentrer aussi, et plutôt de dire, quand on doit parler de la musique, quand on doit parler de ce qu'on fait, il y a une question d'ouverture fondamentale qui est de faire la promotion du partage et de l'émotion, sans autre prérequis, j'allais dire. Et ça, c'est une chose qu'on a vraiment à cœur, et j'invite tout le monde à feuilleter la brochure de l'Opéra de Rouen, et j'espère qu'il y trouvera quelque chose qui fait référence à son cadre de vie, à ses envies, à ce qu'il peut. Donc on l'a décliné comme ça sur nombre de supports de communication, jusqu'au programme de salle, qui est la feuille qu'on remet à nos spectateurs, qui fait vraiment l'explication de ce qu'ils vont entendre le soir même. Et là encore, on a choisi des axes beaucoup plus immédiats, propres à séduire, j'allais dire, le plus grand nombre, avec des pictogrammes, du graphisme, etc., pour que chacun vive avec plus grande joie et une plus facile appréhension ce qu'on va lui proposer. Et juste pour finir, parce que ce travail d'analyse de cas a duré quand même 1 an. Dernièrement, on s'est nous-mêmes beaucoup interrogés sur le sens de nos missions, avec cette crise sanitaire qui nous a obligés de fermer les portes du théâtre, comment on existe dans ce monde-là. Et on a mis ce temps aussi à profit pour questionner quelles étaient nos valeurs, en fait. C'est quand même intéressant qu'un opéra traditionnel, académique, se questionne sur quelles sont ses valeurs. Et on a mis ce temps pour, en tout cas, en mettre trois en avant, qui, me semble-t-il, montrent bien que cette notion de droit culturel fait débat, en tout cas dans l'exercice de nos métiers. Et ces 3 valeurs, alors, la première, c'est peut-être la plus facile, c'est l'ouverture. Donc l'ouverture, quand on parlait de diversité culturelle, l'ouverture à tous les répertoires, au monde d'aujourd'hui, considérer que bien que nous ayons une envie d'excellence, c'est-à-dire que ce que nous allons produire, on essaye de le faire au meilleur niveau, on peut confronter toutes les expressions artistiques du moment et de la planète. Voilà. La deuxième grande valeur, c'est la considération. Et la considération, c'est une notion très importante, parce que ça va au-delà de dire venez tous, venez comme vous êtes. C'est au contraire prendre le soin de réfléchir à qui nous fréquentons, au monde qui nous entoure, aux grandes thématiques du moment, à l'environnement évidemment, etc. Et puis enfin la dernière valeur, elle est fondamentale, parce que c'est bien de réfléchir, mais quand on parle de culture et quand on parle de musique, on parle d'émotion, et c'est l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est évidemment l'envie de partager toujours, d'accueillir les gens avec les yeux brillants, le cœur ouvert. Et notre slogan de saison, c'est plein les yeux, les oreilles et le cœur. Voilà. Merci, pas facile d'enchaîner. Merci en tout cas pour ces mots, pour votre définition d'un chemin éthique. J'ai retenu cette idée et qui peut s'appliquer effectivement à bien d'autres domaines que celui des arts. On l'a beaucoup dit ce matin, les droits culturels, ils s'appliquent à tous les domaines de la vie. Et c'est pour ça qu'on est heureux d'avoir, ça pouvait sembler peut-être une présence insolite au départ, mais avec nous, Madame Bayer, qui donc représente le Crédit Agricole et qui va nous partager une autre expérience, et notamment nous expliquer un peu là aussi quelle a été la démarche qui a mené à travailler dans cet esprit. Merci.
Donc effectivement, moi je vais tenter de répondre en fait à la question du comment notre action donc au Crédit Agricole, hein, qui est une entreprise privée, s'inscrit dans cette grille de lecture des droits culturels qui viennent donc de nous être exposés, rappelés, voire expliqués pour certains d'entre nous. Eh bien certainement par son modèle coopératif, alors j'ai fait un petit peu... Voilà, je vais remettre... D'accord, donc en fait, il n'y a peut-être pas les slides, mais c'est pas grave, je vais les faire sans les slides. Donc, comme je disais, certainement par son modèle coopératif. En effet, Crédit Agricole Normandie-Seine est une banque coopérative. Son modèle s'appuie sur les métiers cœur de toute banque, hein, bien sûr, mais également sur des actions de mécènes que nous menons. Et c'est en ça que je vais tenter d'apporter une illustration du chemin sur lequel notre banque est et qui illustre pleinement ses droits culturels. Alors, comme je viens de le dire, Crédit Agricole est une banque coopérative, une banque différente qui s'appuie sur une organisation territoriale en caisse locale. L'ex-Haute-Normandie, c'est-à-dire les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, sont maillés en 71 caisses locales autour des 138 agences bancaires. Et ces caisses locales sont administrées, animées par des clients sociétaires au nombre de 750 et qui sont élus lors des assemblées générales, dont le rôle est de promouvoir localement le modèle coopératif par les actions de mécénat du Crédit Agricole. Donc, 3 grandes valeurs que sont la coopération, la proximité et le mutualisme. Donc, base et socle de toutes nos actions de mécènes. Crédit Agricole Normandie-Seine contribue, de par cette organisation, au rayonnement de son territoire et à son attractivité. Alors, je vais maintenant partager avec vous notre raison d'être. Donc, comme indiqué sur l'écran, notre raison d'être est agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société, afin de mieux appréhender les réponses aux questions suivantes que je vais poser. Comment sont détectées les actions de mécènes, par qui, et surtout comment est opéré le choix d'un projet de mécène? Eh bien, par l'ensemble des acteurs qui composent Crédit Agricole Normandie-Seine. Donc c'est un chemin co-construit, main dans la main, et au service du client et du territoire. Donc le premier acteur, ce sont les conseillers professionnels en agence, en échangeant avec chacun des clients, en expliquant au démarrage ce qu'est être sociétaire, ce que permet le sociétariat sur son territoire, en proximité, afin que chacun ait le choix de le devenir ou pas. Et par la suite, dans le cadre de la relation clientèle, s'instaure donc une meilleure connaissance et le cas échéant, des actions de mécènes peuvent émerger. L'exemple du client qui peut être bénévole dans une association. Le deuxième acteur, ce sont les administrateurs, c'est-à-dire les sociétaires élus, qui sont les ambassadeurs pour échanger autour de soi et de repérer les besoins de mécènes à travers leur propre cercle de connaissances, leur réseau. Et tout ça toujours en proximité territoriale. Alors je viens de répondre à la question du qui, je vais poursuivre avec celle du comment. Comment sont détectées les actions et pour quels projets nous opérons une action de mécène? Eh bien, tout d'abord, je vais préciser que chaque acteur est formé au repérage et champ d'action éligibles aux mécènes, donc des actions d'investissement sur des axes très divers, le social, la santé, le handicap, le sport, le patrimoine, et en faveur de publics variés, les enfants, les jeunes, les personnes handicapées, les plus démunis. Donc il y a aussi les journées du sociétariat au sein des agences par caisse locale qui sont organisées chaque année et auxquelles sont invités des associations aidées et des clients pour se rencontrer, échanger.
Et enfin, il y a l'Assemblée générale annuelle qui est organisée pour relater toutes les actions menées et surtout pour échanger et partager. Merci. Alors, vous observez sur la slide la dynamique de Crédit Agricole Normandie-Seine par le nombre de projets accompagnés dans le cadre du mécénat, notamment là en 2020, on voit 645 actions qui ont été menées et la dotation importante du choix de notre entreprise pour soutenir notre territoire. Alors, pour bien comprendre notre modèle et les droits culturels, je vais terminer mon propos par une illustration. Alors, sur le volume de projets accompagnés et au regard du temps qui m'est imparti ce matin, j'ai tout simplement décidé de relater la dernière action. Alors, vous observerez néanmoins sur la slide quelques photos illustrant cette diversité d'actions sur l'ensemble du territoire, comme je viens de l'expliquer. Donc, la dernière action menée en septembre dernier donc par la caisse locale de Rouen, que je représente, où on a décidé d'aider le festival Courant d'Art à l'occasion des 500 ans de l'église Saint-Maclou, et particulièrement en finançant par un mécène tout un concert. Alors, si je reprends le déroulé des questions, le qui. Alors, nous avions aidé il y a quelques années au financement du carillon de la cathédrale. Donc, naturellement, le diocèse est revenu vers notre caisse locale. Le choix, donc l'action a été présentée au sein de la caisse locale et l'ensemble des administrateurs y ont vu tous les critères pour accompagner ce projet. Donc, une action bien inscrite sur notre territoire, sur l'axe du patrimoine, de la culture, et surtout pour cette action, tous ont choisi de faire bénéficier à des sociétaires de la caisse locale de Rouen l'entrée à ce concert. Donc c'est ainsi que 140 sociétaires ont participé il y a quelques semaines à un concert au sein de l'église Saint-Maclou en écoutant Jean-Baptiste Monod, donc un organiste virtuose, et surtout on peut découvrir son orgue du voyage, donc une conception de l'artiste même permettant d'être directement en contact avec le public. Alors, le résultat de cette action, c'est pour nous les mails importants des sociétaires adressés dès le lendemain pour remercier le Crédit Agricole, remercier les conseillers, les administrateurs de leur avoir permis de découvrir cet artiste. Alors, j'ai choisi cette action car c'est la plus récente, mais ne vous y trompez pas, la majorité de nos actions est ouverte à tous et pas uniquement destinée aux sociétaires. Et surtout, elles sont sur des axes très divers et sur tout le territoire, comme le montrent les photos sur la slide. Je vais juste m'arrêter sur le fourgon 9 places pour des jeunes en insertion professionnelle, ou encore une initiation pour des enfants au métier de l'artisanat en développant des liens intergénérationnels dans le cadre du soutien à l'association Outils en main. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, je vais faire très vite. C'est vrai, alors vraiment très très vite. Je voulais vous relater une action et vous pourrez venir découvrir le livre, je l'ai apporté. Donc c'est un livre qui a été réalisé à l'occasion d'une très belle action menée par Éric Chevalier, le président de la caisse locale de Mont-Saint-Aignan, avec son conseil d'administration et l'association Vie et Espoir, pour des enfants hospitalisés en long séjour au CHU en cancérologie. Et cette action a permis un atelier avec un graffeur éclose, un graffeur normand, et une dizaine d'enfants, et là pour s'évader, s'exprimer et réaliser 3 beaux tableaux qui sont désormais exposés au CHU. Mais je vous laisserai venir feuilleter ce magnifique ouvrage, je l'ai apporté. Donc pour conclure, comme vous le voyez, nos actions sont diverses, et au-delà de l'aide à travers le mécène, c'est tous les bénéfices apportés, la connaissance de son territoire, et au-delà des découvertes, quelles qu'elles soient, quel que soit le registre, l'axe, c'est de l'information, de la diffusion, de la formation
et surtout du bien-être généré, et toujours sans aucune discrimination culturelle. Alors nous grandissons à chaque action menée, tous, et beaucoup de choses sont encore à réaliser, à communiquer, à faire savoir, en formalisant certainement toutes nos actions à partir de la grille de lecture que nous avons désormais des droits culturels. En tout cas, moi, c'est à partir de celle-ci que j'ai essayé du mieux que j'ai pu de vous illustrer nos valeurs et nos actions de mécène à Crédit Agricole Normandie Seine. Voilà. Merci beaucoup. J'imagine que votre grille de lecture s'est encore enrichie ce matin. Et comme elle est effectivement complexe, on va pour conclure écouter Émilie Lost qui va nous raconter un petit peu justement comment le service patrimoine de la métropole cherche à sensibiliser le plus grand nombre à ces enjeux. Tout à fait, effectivement, là, on a pu voir là ce matin que là, on est vraiment face à un référentiel éthique, il n'y a pas de doute, éthique, philosophique, tout ce que vous voulez. Bon, c'est chouette, ça emplit nos cœurs, nos cerveaux, tout ce qu'on veut, mais là, maintenant, comment on fait pour agir concrètement? Donc, je pense qu'effectivement, là, vous vous dites, bon, bah là, oui, ok, mais comment j'applique maintenant dans mon quotidien, dans ma profession, comment j'applique ces droits culturels? Alors c'est vrai que nous, sur le territoire, on a eu pas mal de chance parce qu'il y a eu pas mal d'interventions, de conférences, de formations. Donc Loïc Lachenal a parlé de la présence du réseau Culture 21 sur le territoire. Donc il y a eu pas mal de choses, notamment menées par une structure qui s'appelle Culture et Citoyenneté. Et donc on a été plusieurs professionnels de la culture pour l'instant. On reste un peu culturo-culturel, mais on a bon espoir de pouvoir évoluer sur ce thème-là. Et donc, on a été pas mal à être sensibilisés. C'est comme ça qu'on essaie à être repéré par le réseau Culture 21 pour intégrer une formation nationale qui va durer 2 ans, donc qui a commencé en 2021 et qui va continuer jusqu'à la fin 2022. Et donc, on a été, on est mobilisé par le réseau Culture 21 pour devenir formateur droit culturel. Bon, soyons honnêtes. Ça n'a pas de sens de parler de formation ou de formateur dans les droits culturels. Vous avez bien compris que c'était un espèce de travail interne de chacun pour se positionner par rapport à des notions. Donc, l'idée, c'est pas tant de former que plutôt d'emmener un tas de gens qui voudront bien, des curieux, des gens qui se disent non mais là c'est plus possible, je peux plus faire mon métier comme je le fais aujourd'hui. Il faut vraiment que j'intègre ces droits culturels à ma pratique. Donc nous, notre idée, c'est d'embarquer un peu tous ceux qui ont envie et de les emmener dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de recherche-action. Et donc la recherche-action, c'est aussi une méthodologie qu'utilise le réseau Culture 21. Et donc cette méthodologie, ils l'ont appelée PAIDEA. Excusez-moi, c'est bon. Mes petits slides en même temps. Et donc PAIDEA, c'est un mot donc grec qui veut dire éducation, ou plutôt processus d'éducation. Donc on est encore dans cette idée là de mouvement, comme on a parlé autour de l'identité tout à l'heure, donc de cette chose qui fait qu'en fait on est toujours en démarche d'apprentissage. Et donc, leur technique, Loïc en a un peu parlé tout à l'heure, elle se décline autour d'études de cas. Donc, on prend un projet qu'on a mené en intégralité, on le questionne, on le triture, on le repasse intégralement à la grille des droits culturels. Donc, à cette grille de lecture. Donc, les 8 droits. Ah ouais, est-ce que j'ai été dans le respect de l'identité? Est-ce que j'ai été dans le respect de la communauté? Est-ce que là, on retrouve bien les diversités? Est-ce que... Et paf, 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 la participation, la coopération. Et on re-questionne l'intégralité des projets comme ça. Et ça nous permet de ressortir les points positifs, les points forts, les points faibles, et de se re-questionner et de toujours repenser nos projets en conséquence. Donc, ce sont des études de cas d'une part, et d'autre part, des rencontres de professionnels. Parce qu'évidemment, quand on se rencontre pour faire ces études de cas, ou individuellement ou en petits groupes, eh ben, on se rencontre justement. Et donc, on échange, on discute. Ce sont aussi des échanges professionnels, des échanges d'expériences. On a des personnes qui viennent d'autres régions pour nous donner leur propre, là où ils en sont, leur propre étude de cas, etc. Donc, effectivement, cette méthodologie nous permet à la fois d'entrer toujours avant dans les concepts, donc dans la subtilité de chacun de ces droits, mais aussi et surtout de créer donc un réseau d'échanges qui nous permet de développer des pratiques professionnelles de toujours plus fluides. Et donc, c'est aussi cet intérêt que ça a. Et enfin, ça a un troisième intérêt, cette formation, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, c'est
ce texte de la déclaration de Fribourg, c'est un référentiel éthique et on manque désespérément de référentiels pratiques. Et donc toutes ces études de cas viennent nourrir une espèce de référentiel pratique de cas qui ont été analysés et qui nous permettent de justement mieux saisir comment on peut appliquer ces droits culturels dans nos différents métiers. Je ne l'ai pas dit, mais dans le cadre de la formation que nous allons, je l'appelle formation, disons incubation, infusion. Attendez, je passe les slides parce qu'à force de parler, on en oublie de passer les slides. Donc, c'est quelques photos qui permettent justement de se rendre compte de la technique utilisée par le réseau Culture 21 pour échanger, discuter. Là, vous reconnaissez ma propre personne en échange. Et donc, du coup, notre volonté, nous, sur le territoire, c'est effectivement on a choisi en fait un terrain, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, qui nous est un peu commun, qui serait capitale européenne de la culture. C'est un terrain qui est assez ambitieux, puisque du coup c'est objectif 2028. Donc ça nous donne un peu de temps, aussi un peu d'ambition devant nous pour se dire, bah ok, alors sur notre territoire, allons-y. Et on commence à sensibiliser tous les gens là où ils sont, puisqu'on parle bien, on a bien dit que les droits culturels, ils se jouaient à l'endroit individuel de chacun. Donc oui, on va aller chercher chacun individuellement pour que chacun puisse se questionner autour de ses droits culturels. Et donc, on se donne 2028, on a le temps de toucher sacrément du monde d'ici 2028, c'est ça qui est bien, et de pouvoir développer toujours des projets qui sont respectueux des droits culturels. Donc, plus précisément, notre infusion, formation, appelez-la comme vous voulez, je ne sais pas, recherche-action, on n'a pas encore trouvé de nom, donc on ne sait pas, mais en tout cas, cet objectif droit culturel 2028, on le démarre là. Donc vous avez beaucoup de chance, puisqu'on le démarre le 29-30 novembre au centre André Malraux. C'est une formation qui durera 1 an, donc de novembre 2021 à novembre 2022. Et donc comme on a bien attisé vos curiosités là maintenant, il n'y a plus qu'à maintenant, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller. Et donc on vous invite tous à nous rejoindre, donc 29-30 novembre, une journée au mois de mars, une journée au mois de juin, une journée au mois d'octobre. Et dans les interstices, des rencontres, des échanges, des discussions, et toujours continuer à maturer ces droits culturels à l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est quand même le but. Donc voilà pour la présentation que je voulais vous faire. Je n'ai pas dit, et je pense que c'est important de le redire, et la présence de Mme Beyer nous le prouve, c'est que ces droits culturels, évidemment, vous l'avez bien compris, ils ne concernent pas que le milieu de la culture. Et donc, dans tous les gens que nous avons commencé à contacter pour nous rejoindre sur cette formation Objectif Droit Culturel 2028, nous avons des gens du social, nous avons des gens de la jeunesse, nous avons des gens des ressources humaines, par exemple, parce qu'on voit bien, et Loïc Lachenal en a parlé, ça se joue aussi à cet endroit-là. Des gens du milieu économique. Et donc, vraiment, ça touche tout le monde. Et en fait, c'est à tous les endroits qu'il faut qu'on questionne. Et plus on sera divers, plus ce sera effectivement riche. Voilà pour ma présentation. Merci Émilie pour cet enthousiasme communicatif et je vous propose de joindre le geste à la parole pour animer un petit temps d'échange avec la salle sous une forme... Alors il nous reste effectivement, merci Laurence, quelques minutes en fait là pour pouvoir échanger. Donc à l'habitude ça aurait été alors des questions, puis on aurait attendu pendant des heures et puis il n'y aurait pas eu de questions. Enfin bon, donc j'ai essayé de vous proposer ce matin une météo des émotions. Donc c'est les petits cartons que je vous ai distribués tout à l'heure. L'idée étant que vous puissiez nous dire, après 1h15 passée avec nous, comment vous vous sentez après cette présentation-là. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel défi, en fait, à quel endroit ça résonne en vous et en termes de défis, en termes d'enjeux. Donc, ce n'est pas forcément des questions. Ça peut aussi être des « Ah bah tiens, ça me fait penser à ». Voilà. Donc, est-ce que vous pourriez... Voilà, alors, je suis désolée, je n'en avais pas assez pour tout le monde. Alors, pour ceux qui peuvent, dessiner sur une feuille un soleil. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu, c'est effectivement un soleil, un orage et un brouillard. Donc, je vais vous laisser quelques secondes de réflexion et je vais vous demander de voter sur l'émotion dans laquelle vous vous trouvez après cette présentation. Comment on se sent, oui. C'est ça. C'est ça, dans le brouillard, un peu orageux ou en plein soleil. Est-ce que je peux vous demander de voter, s'il vous plaît, de le lever haut, parce que je ne vois pas grand-chose. Je vois
Ouais, je vois pas mal de soleil, quelques brouillards. Bon, bah, ça veut dire qu'on a été plutôt éclair, c'est déjà pas mal. Pas mal de soleil, Et alors, un soleil par ici. Pas d'orage. Si, là où il y a des orages, j'aimerais bien savoir. Ah, là où il y a quelques orages. Bon, c'est bien. Parce que moi, en général, je suis orage aussi. J'aime bien les orages. Ok, du coup, je vais me permettre du coup je vais un peu vous prendre de manière aléatoire. Relevez-les, sinon je suis perdue. Et je vais demander au soleil. Il y en a pas mal par ici, là. Je vais demander au soleil. Relevez, faites pas les timides. Relevez vos votes, s'il vous plaît. Non, mais les orages, vous êtes obligés de lever parce que vous étiez que 2, hein, donc on va vous repérer vite. Hein. La participation et la contribution, c'est pas si simple. Hein. Je vais demander à un soleil, si vous voulez bien, mademoiselle, voilà, votre sentiment et pourquoi vous mettez soleil après cette présentation, à quoi ça vous fait référence. De me présenter. Bonjour, je m'appelle Ayem, je suis étudiante en sciences politiques à l'Université de Rouen. Et pourquoi j'ai mis le soleil? Parce que, notamment la dernière intervention qui est la vôtre m'a beaucoup plu parce que votre état d'esprit ainsi que votre façon de parler m'a donné envie de participer à votre création qui est ces journées. Et aussi, dans le même temps, j'aimerais savoir en fait quels seront les échanges concrètement à l'issue de cet événement, enfin de ces événements. Est-ce que notamment les étudiants pourront participer au sein de ces échanges culturels? Et voilà, c'est tout. Je réponds du coup très rapidement puisque effectivement ça concerne la formation plutôt et effectivement comme je vous le disais c'est ouvert vraiment à tous et toutes donc c'est ouvert aux étudiants bien sûr et le but du jeu c'est justement de créer aussi ensuite un réseau et donc d'être constamment dans la réflexion avec d'autres qui pratiquent aussi cette réflexion des projets, cette analyse des projets à travers la grille des droits culturels. Donc oui tout à fait, vous êtes les bienvenus. Mes petits orages. Faites pas les timides, les orages. Alors les brouillards, on va prendre les brouillards puisqu'il n'y avait pas d'orage. Moi, je vais vous dire une des définitions que m'a dit une des étudiantes avec qui j'ai fait cette météo des émotions qui avait mis un orage. Et elle m'a dit « Ah non, mais moi, ça me fait penser à tous ces endroits où ça s'interchoque, où d'un seul coup, il y a des choses électriques qui se passent. Ah ouais, moi, ça me motive vachement. » D'où l'orage. J'ai trouvé ça assez beau comme manière de présenter l'orage. Est-ce que les brouillards? Où étaient les brouillards? Alors les brouillards, il y en avait pas mal par ici. Il y a des questions, des choses auxquelles ça vous fait écho. Non? Mais alors les petits brouillards, relevez vos petits... ils vont tous me mettre des soleils, c'est ça qui est bien. C'est vrai, effectivement. Alors, vous étiez brouillard? Oui, Ah, un brouillard. À part le monsieur là, qui pour moi était très clair. Après le reste, c'était. Pardon, excusez-moi, bonjour, William Lavoine, retraité, participant à la CIBAN, puisque je suis là. Moi, j'étais un peu dans le brouillard par rapport à d'autres conférences que l'on a eues. J'étais vraiment un peu dans le brouillard, à part monsieur de Neoma. D'accord, sur les concepts. Oui, je sais pas, ça, je n'ai pas accroché. Très bien, c'est parfait. Donc là, plutôt sur les concepts. Donc effectivement, là où je vous l'accorde, et c'est là souvent où on a des brouillards, c'est que ce sont des concepts quand même assez
complexe à saisir et que moi j'ai un peu l'habitude de dire que je vais peut-être mettre une vie en fait à les saisir ces concepts. Et bon, c'est pas très grave en fait. C'est bien de passer sa vie à réfléchir aussi à toutes ces manières de penser les choses. Voilà, est-ce que, au-delà de la météo des émotions, où on a vu qu'on avait pas mal de soleil, quelques brouillards, donc on peut quand même se féliciter de tous ces soleils, est-ce que vous avez des questions, des choses qui résonnent en vous, des échos que ça fait avec d'autres référentiels aussi? Non? Vous avez faim, non? Jeune homme. Bonjour, je m'appelle Liam Sorel, je suis étudiant en prépa ATS au lycée Les Bruyères à Sotteville-les-Rouen. Et par rapport à vos différentes interventions, je me suis questionné sur une chose par rapport à la culture et à la quête d'identité, etc. Je me suis demandé si ce n'était pas à peu près la quête identitaire et le pluralisme culturel liés étroitement à la politique, et si justement ce n'était pas les influences politiques qui permettait une ouverture plus ou moins forte de la pluralité, de l'expansion de la culture et de la création des idées, de l'émergence des idées au sein des personnes, et qui font qu'aujourd'hui cette société, elle est à peu près, elle est un petit peu restreinte de ce côté-là dans certains pays et moins restreinte dans d'autres, et qu'il y a des actions comme ça qui sont mises en place du coup par certaines personnes pour justement atténuer ces contraintes en termes d'idées. Joanne, sur les politiques publiques peut-être, ou Sébastien? Oui, alors c'est une très bonne question, et la question, vous posez la question à 1000 francs des sciences sociales depuis qu'elles sont nées. Voilà, c'est la question du déterminisme, voilà, et au-delà de la politique, je dirais des forces sociales. Voilà. Et qu'est-ce qui, évidemment, nous sommes déterminés socialement, évidemment la politique a, mais bon, je vais vous donner un exemple surprenant et peut-être, je ne veux pas dire amusant, mais savez-vous qu'un des pays arabes où il y a le plus de consommation de sites pornographiques, c'est l'Arabie Saoudite? Ils contournent. Donc, il y a la politique, il y a aussi l'action des individus. Voilà. Et la part entre les deux, évidemment, nous sommes le résultat aussi de nos déterminismes sociaux et donc des orientations politiques prises par les États dans lesquels nous vivons. Mais pas seulement. Et ce que je voulais dire avec la créolisation, c'est que ce mouvement de mondialisation culturelle, il est très difficile à arrêter, y compris par des États qui voudraient d'une manière ou d'une autre le contrôler. Voilà. Alors je prends l'exemple de l'Arabie Saoudite là, mais on pourrait évidemment prendre de nombreux autres cas. Il est difficile à arrêter, et à part peut-être la Corée du Nord, qui réussit effectivement à se maintenir à peu près complètement fermée, les autres pays ont du mal à contrôler en fait tous ces mouvements-là, et donc le renouvellement des identités continue. Parce que j'en profite pour dire une chose, c'est que l'identité, c'est pas seulement être marocain, être chinois, être français, etc. Ça peut être aussi être amateur de musique classique, par exemple. Vous voyez ? Voilà. Et quelque chose que vous apprenez. Et donc ça bouge tout le temps. Pas que. Mais imaginez que vous rencontriez, je ne sais pas, une jeune fille dont vous tombez éperdument amoureux, elle adore la musique classique, vous, c'était pas tellement votre truc, et ben vous allez vous intégrer, vous socialiser petit à petit à la musique classique, et peut-être que vous deviendrez un grand amateur de musique classique, appartenant à autre chose. Donc il y a des choses qui sont contrôlables par les États, mais il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas, fort heureusement. Mais évidemment, les démocraties sont plus ouvertes à ces questions-là que des régions moins démocratiques. Oui, peut-être rapidement, en fait. Je pense qu'est-ce qu'on essayait de poser, c'est le fait que la neutralité n'existe pas. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'idée qui est née comme ça tout seul, qui ne serait pas influencée par autre chose. Donc, il y a ce flux-là qu'il faut reconnaître. Hein. Il n'y a pas de neutralité de juste dire, voilà, c'est que comme ça et c'est la seule façon. Il y a une diversité d'interprétations qui doit être là et qui doit pouvoir nous permettre justement de le communiquer. Même dans un endroit où on a l'impression que tout le monde est à peu près à la même adresse ou à la même enseigne, en fait, il n'existe pas non plus d'homogénéité. Donc, de reconnaître ça et d'être capable de dire, même dans un groupe qui est relativement défini, en fait, il y a quand même des femmes, des hommes, des plus jeunes, des plus vieux, qui n'ont pas nécessairement eu les mêmes influences. Et il y a une diversité à l'intérieur de ça. De reconnaître ça comme étant un endroit où est-ce qu'on peut apprendre et s'enrichir, en fait, c'est cette porte-là qu'on veut ouvrir en disant, tout ça,
c'est des opportunités en fait de s'enrichir et d'enrichir aussi les autres et de développer en fait plus de réponses aux mêmes problèmes parce que justement on reconnaît qu'il y a peut-être plusieurs chemins pour se rendre au même endroit. Donc, est-ce qu'un système démocratique, de nouveau, c'est une idée, c'est des processus et ça peut se faire autant à l'intérieur de nos familles, à l'intérieur de notre groupe d'amis quand on prend la parole, que ça peut se faire à un niveau d'un État. C'est les mêmes dynamiques qui se mettent en place, en fait. Donc, quel que soit le système politique, je pense qu'il existe des processus démocratiques un peu partout, mais surtout, il existe une diversité qui est en dialogue. Et plus on la reconnaît et on lui donne de l'espace, je pense, plus on risque de s'enrichir, ce qui est quand même pas trop mal. Bon, on arrive au terme de cette matinée. Il y avait encore une question, une dernière peut-être. Oui, bonjour. Donc, Sylvia Poucheret, professeure d'anglais à la faculté de droit et d'économie de Rouen. Je me posais cette question en vous écoutant, M. Lachenal et d'autres. Cette grille que vous voulez vous imposer, qui s'appelle grille Culture 21, c'est ça? Enfin, le projet Culture 21. Bon. Ça me fait penser, moi, peut-être Bon, c'est peut-être un vœu louable, hein, tout à fait souhaitable, mais ça me fait penser, moi, à une espèce de grille de politiquement correct qu'on essaie de s'imposer, une espèce de... Comment dire ça? Oui, de nettoyage idéologique et sémantique. Et, voyez, et ça me fait penser aussi parce que je vois les productions qui sont à l'heure actuelle. J'ai vu le Trou Vert, j'ai vu les productions de David Bobet, etc. Je me dis, bon, il y a toujours cette volonté de vouloir exprimer le point de vue des minorités politiques, vous voyez, le combat des femmes, le combat des homosexuels, des entités transgenres, etc. Bon, je me demande si c'est pas aussi un peu ce diktat, si vous voulez, idéologique actuel d'imposer aussi cette vue, de donner la parole à des minorités politiques, etc. Et moi, j'ai envie de mettre ça en parallèle avec ce qui est en train de se passer dans le pays, où il y a une crispation des idées, une forme de... comment dire ça, de cristallisation sur les identités. Bon, je pense à Zemmour, bien sûr, mais vous voyez cette espèce de balancier qu'il y a entre des esprits un peu chagrins qui veulent revendiquer une opposition forte à d'autres groupes de minoritaires politiquement, etc., etc. Vous voyez, est-ce que c'est pas ça au fond votre objectif? Si la question elle finit, est-ce que c'est ça notre objectif? La réponse elle est simple, c'est non. On peut pas dire autre chose. Après, je laisserai Sébastien peut-être redire des choses qu'il a déjà exprimées sur la question des identités des communautés, ce qui est un peu dans votre réponse. Mais au début de votre intervention, je voulais juste revenir sur 2-3 choses. D'abord, on ne s'oblige pas à s'imposer une grille de lecture. On s'interroge, et quand je parle, moi, en tant que directeur d'opéra, je sais très bien d'où je parle. Je sais très bien, des opéras, il y en a 25 en France. Bon, il y a 100 000 personnes qui viennent à l'Opéra de Rouen tous les ans, c'est bien, parce que notre salle est remplie, ok, très bien. Mais je parle à qui, en fait? Oui, je parle à qui? Pas à grand monde. Je ne sais pas si qui dans la salle est venu à l'Opéra de Rouen en Normandie une fois pour l'instant. Voilà, levez la main, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Allez, 5% peut-être. Voilà. Donc, quand on porte un projet artistique et culturel, et encore une fois, la question des droits culturels, elle est plus large que l'entreprise artistique et culturelle dont je suis un des représentants là. On a envie d'une chose, c'est de faire rencontrer l'œuvre et le public le plus large. Et cette notion d'universalisme, d'université, elle est fondamentale. C'est-à-dire que le sentiment aille au cœur. Voilà. Après, le plus important aussi derrière, c'est créer cette notion d'appropriation. Moi, je n'en rêve rien d'autre de mieux que d'avoir dans la salle, à chaque fois, plus de 1000 personnes qui soient suffisamment
construit, émancipé, pour débattre, choisir d'aimer, choisir de ne pas aimer, choisir de ne pas vouloir revenir, parce que c'est le choix. On a le droit de ne pas aimer la musique, très bien. Faut-il encore avoir pu pousser la porte une première fois? Moi, vraiment, la chose la plus douloureuse pour moi, c'est la notion d'assignation. C'est quand on me dit « Ah, mais je ne pensais pas que c'était pour moi ». Pardon de le dire, mais pour tous ceux qui travaillent dans la maison, c'est une douleur hein, quand on entend ça. Voilà. Alors que du coup, quand on réfléchit à nos pratiques, sur la question de qui, quoi, comment, par quel sens, etc., c'est pas du tout une question de politiquement correct. Si sur la scène de l'opéra, comme sur la scène d'autres théâtres, il y a des questions du jour qui sont présentées sous forme artistique, ça c'est autre chose. C'est simplement dire qu'on est en lien avec notre époque, etc. Mais les grandes œuvres, les grandes émotions, elles sont universelle, et c'est absolument ça qu'on veut défendre. C'est une de nos chapitres, c'est-à-dire l'art d'affirmer de la singularité pour créer du commun. Hein, cette notion d'universalité de commun, c'est vraiment ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais en tout cas, c'était vraiment... on n'est pas la porte ouverte au lobby, aux communautés, au communautarisme, encore moins, mais voilà. Moi, je voudrais juste rebondir en vous remerciant, Madame, pour cette dernière intervention, parce qu'effectivement, on a essayé de rentrer dans toutes les controverses qu'il y a autour des droits culturels, et c'est pas si enfin, il y en a qui sont évidentes, le risque de communautarisme. Il y a celle, évidemment, et Loïc en a un peu parlé, de ce combat qui se met en place entre le sachant et le non-sachant, l'amateur, le professionnel. Alors, dans le milieu artistique, effectivement, c'est encore plus prégnant, enfin, pas plus d'ailleurs, dans d'autres milieux aussi, le milieu scientifique aussi, le milieu... Enfin voilà, il y a ce rapport de force qui se met en place quand on commence à parler des droits culturels. Et il y en a un autre qui se met en place, et c'est celui dont vous venez parler, c'est celui de la démagogie, le côté novlangue. Et donc, merci de le poser, parce que ça veut dire que, oui, effectivement, c'est une des controverses qu'on oppose aux droits culturels, et que donc, du coup, il faut continuer à échanger, à discuter, et effectivement, à ce que chacun puisse se positionner sur ce qu'il en pense vraiment et comment il a envie de s'approprier les choses. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que cette fois, on va vraiment conclure parce que sinon, la salle va finir par se vider complètement. Je voudrais remercier tous nos intervenants. Et puis, je pense qu'effectivement, il y a largement de quoi poursuivre les échanges et les réflexions. Et on m'a bien demandé de vous signaler que vous pourrez poursuivre tout ça en vous rendant dans le hall B au Forum des ONG, où vous retrouverez notamment un certain nombre d'ouvrages sur ce sujet, sur d'autres qui vous permettront de continuer votre approfondissement de ces notions difficiles. Merci beaucoup.